10 choses à ne jamais pardonner à une femme en couple. Chaque personne possède un seuil de patience. C'est le moment où elle comprend enfin que la tranquillité compte plus que la compagnie, que l'affection sans estime n'est pas une affection réelle, mais une charge. Vous n'avez pas à démontrer constamment votre mérite à quelqu'un qui le conteste sans arrêt, et vous n'avez pas à excuser ce qui vous abîme juste pour vous sentir valorisé. Car la force authentique ne réside pas dans la résistance infinie, mais dans les bornes établies. Dans cette présentation, nous allons révéler les 10 attitudes qu'il ne faut jamais pardonner à une partenaire dans une relation amoureuse. Et par-dessus tout, comment vous éloigner d'elle pourrait représenter la première occasion où vous vous priorisez. Il y a un principe discret que peu mentionnent sur les couples. Celui qui appréhende le plus la rupture détient toujours le moins d'autorité. C'est pour cela que les individus calculateurs se développent grâce à votre clémence. Cela leur assure que vous ne vous en irez pas. Mais attention, voici le tournant inattendu. Le pouvoir véritable n'est pas l'attachement, ce sont les restrictions. Une fois que vous intégrez cela, rien ne reste pareil. Si vous avez toujours désiré saisir comment opère vraiment l'équilibre émotionnel, appréciez cette séquence et abonnez-vous immédiatement. Indiquez oui en commentaire si vous avez déjà choisi le silence pour maintenir l'équilibre, ou non si vous avez déjà maîtrisé l'art de vous retirer. Car le premier point que je vais aborder ne traite pas de ces dissimulations. Il porte sur la façon dont les hommes les acceptent souvent sans réagir. Premier point, dissimulation répétée, effet déformé. Cela ne surgit jamais avec une grande invention. Cela naît d'un élément trivial, assez banal pour que vous l'écartiez sans y penser. Elle prétend avoir été chez elle quand ce n'était pas vrai. Affirme qu'un texto venait d'un contact ordinaire alors que non. Le montant de l'achat, le compte-rendu de sa sortie. Des aspects si secondaires que vous vous sentiriez ridicule de les questionner. C'est exactement l'intention. La première invention évalue non votre astuce, mais vos tolérances. Une partenaire qui dissimule fréquemment ne tente pas de masquer des erreurs. Elle édifie un cadre où elle impose ce qui est vrai. Chaque ruse qui passe sans remarque confirme que vous optez pour la calme plutôt que pour les faits. Et dès qu'elle assimile cela, les inventions grandissent. Elles évoluent des petites inexactitudes vers des créations complexes, profils cachés, vie double, séquences altérées qui vous font douter de vos propres rappels. Vous renoncez à l'affronter car il est plus aisé de se questionner soi-même que d'affronter ses agissements. C'est comme cela que la direction s'installe en usant votre graspe du réel jusqu'à ce que vous le lâchiez complètement. Le but n'est pas seulement de vous berner, c'est de vous rendre tributaire de sa vision des choses. Vous finirez par soutenir ses inventions auprès d'autrui. Vous vous persuaderez que ses intentions sont positives. C'est de cette manière qu'elle domine, car une fois qu'elle considère acceptable de vous tromper, elle a considéré que vos faits importent peu. Et quand vos faits perdent leur valeur, vous n'êtes plus en lien, vous êtes dans sa construction imaginaire. Deuxième point, raillerie en société camouflée en amusement. Au début, cela semble léger, un récit partagé pendant un repas, une pointe d'esprit devant des relations, un sourire moqueur à votre rencontre. Elle dit « Calme-toi, c'est seulement pour s'amuser, les autres s'esclaffent sauf vous ». Vous affichez un sourire pour préserver l'ambiance, mais au fond, une malaise grandit car vous saisissez ce qui se passe vraiment. Elle ne visait pas l'humour, elle visait à signaler à tous qui commandent. Quand une partenaire se moque de vous de façon récurrente en public, de vos habitudes, de vos fautes, de vos objectifs, elle ne renforce pas le lien. Elle établit une échelle de pouvoir. Chaque rire obtenu des autres pose une fondation supplémentaire dans la structure de supériorité qu'elle bâtit sur vous. Et si vous l'interrogez, elle inverse les rôles. Tu es trop réactif ou tu ignores comment recevoir une plaisanterie. À présent, vous n'êtes pas juste la cible, vous êtes la difficulté. Mentalement, cela relève du mépris voilé en familiarité. Le mépris ne vocifère pas, il affiche un air supérieur. Il affaiblit peu à peu, vous ôtant votre honneur une anecdote après l'autre. Dès qu'elle voit qu'elle peut vous tourner en ridicule sans suite, l'estime s'évanouit. Et quand l'estime s'évanouit, l'affection l'accompagne. Une partenaire qui vous valorise sauvegarde votre apparence extérieure. Elle maintient votre crédit car elle apprécie ce que vous formez à deux. Une partenaire qui vous dénigre recherche la commande, pas l'union. Alors, la fois suivante où elle vous rabaisse pour s'élever, ne participez pas à l'amusement. Percevez la réalité sous-jacente. Elle ne propage pas de la joie, elle propage du dédain. Et une fois qu'une partenaire vous dénigre en société, le lien se décompose déjà en privé. Troisième point,
direction sentimentale et piège de regret. Elle ne hausse pas le ton, elle ne profère pas d'avertissement. Elle vous fait simplement vous voir comme une personne inadéquate parce que vous fixez des limites. Si tu tenais vraiment à moi, tu le ferais. Tu ne te préoccupes plus de moi. Je suppose que je ne mérite pas ton attention. Chaque terme est pensé pour changer votre sollicitude en soumission. Vous ne discutez pas avec des raisons, vous traitez avec des remords. La direction sentimentale est l'une des approches de maîtrise les plus élaborées, car elle se cache sous l'apparence d'un sentiment sincère. Elle examine vos points faibles, vos craintes, votre envie de préserver. Elle sait précisément quel élément activer pour vous faire céder. Les sanglots, la voix instable, le silence répressif, tout fait partie de l'interprétation. Et parce que vous êtes attentionné, parce que vous cherchez l'harmonie, vous abdiquez, vous cessez de refuser. Vous commencez à regretter des actes que vous n'avez pas commis. Ce qu'elle réalise en fait, c'est vous enseigner que ces humeurs relèvent de votre charge, que votre valeur se calcule par votre habileté à corriger son état. Et une fois qu'elle vous accoutume à endosser cette responsabilité, vous perdez vos propres ressentis. Vous subsistez pour ajuster les siens. Ce n'est pas un sentiment authentique, c'est un asservissement psychologique. Une partenaire qui vous valorise vraiment ne changera pas votre sensibilité en instrument. Elle n'emploiera pas sa détresse pour guider vos actions. Elle échangera, elle ne dirigera pas. Alors, retenez ceci. Un attachement qui requiert des regrets n'est pas un attachement. C'est un outil de pression. Et au instant où vous commencez à regretter de défendre votre tranquillité, vous n'êtes plus en lien. Vous êtes sous contrainte. L'attachement n'exige pas la capitulation. Si son attachement dépend de vos regrets, ce n'est pas un attachement. 4e point, dépassement des bornes masquées en rapprochement. Elle explique que c'est par affection. C'est pourquoi elle examine votre appareil, vos communications, votre emplacement. C'est pourquoi elle questionne sur vos déplacements, vos échanges, votre temps de réponse. Elle nommera cela de la franchise, du rapprochement. Mais en réalité, c'est une maîtrise dissimulée sous de la tendresse. Une partenaire qui envahit votre privé ne quête pas l'harmonie, elle quête l'assurance qu'elle vous possède. Chaque fois qu'elle dépasse une borne et que vous l'ignorez, elle apprend que votre liberté est discutable. Ce qui commence par de l'intérêt tourne en interrogatoire. Ce qui débute par « je me soucie juste de toi » devient « je doute de toi ». Et rapidement, vous vous trouvez à expliquer chaque action, chaque contact, chaque moment, comme si vous étiez évalué. Dans les liens équilibrés, le rapprochement et l'indépendance s'accordent. Vous pouvez être étroitement unis tout en gardant des idées personnelles, un domaine propre et de l'autonomie. Mais quand quelqu'un associe l'affection à un suivi incessant, ce n'est pas un rapprochement, c'est une observation. Vous cessez d'être un compagnon pour devenir un acquis. Ce comportement ronge votre sens de l'identité. Vous commencez à vous limiter, à modifier vos gestes pour éviter les critiques. Vous arrêtez de dire les faits, car la sincérité sera retournée contre vous, et finalement vous perdez la sérénité d'être indépendant. L'affection n'impose jamais l'abandon de soi. L'affection respecte les protections qui maintiennent votre équilibre. Alors, souvenez-vous, une partenaire qui ignore vos bornes ne vous valorise pas. Elle veut vous détenir, et une fois que la détention remplace l'estime, l'affection n'y habite plus. 5e point, violence physique ou sur les objets. Cela émerge avec un acte que vous pourriez relativiser. Une porte refermée avec force, un objet fracassé, une poussée lors d'un désaccord. Elle regrette après, dit qu'elle était dépassée, que cela ne recommencera pas. Vous voulez la croire car l'autre option signifie reconnaître un danger pour vous. Mais ne vous trompez pas, la violence n'est pas hasardeuse, c'est un signal. Il indique « j'utiliserai l'appréhension pour te diriger ». La violence, qu'elle vise vous, vos affaires ou votre espace, est la manifestation la plus claire de la suprématie. Ce n'est pas de la ferveur, ni de l'irritation, c'est une tactique de force. Les gens ne dérapent pas sans choix, ils décident quand, où et avec qui. Elle ne brise rien chez son supérieur, elle ne brusque pas ses contacts. Elle le fait seulement avec vous, car elle sait que vous tiendrez. Et c'est comme cela que cela s'intensifie. La poussée initiale devient une empoignade. L'empoignade devient une tape, puis un coup sur le mur proche de vous. Chaque clémence lui enseigne la même leçon. L'appréhension opère. Elle vous garde discret. Elle vous garde accommodant jusqu'au jour où ce n'est plus le mur, c'est vous. Quand l'affection tourne au corporel, elle cesse d'être affection. Aucune raison, aucun fond émotionnel ne l'excuse. L'affection réelle protège, elle n'avertit jamais. Alors,
Si elle choisit la force pour transmettre un message, comprenez son vrai sens. Elle est prête à abîmer ce qui est vôtre pour affirmer sa direction. Si elle peut endommager des biens aujourd'hui, elle vous endommagera demain. Partez avant. 6e point, maîtrise et utilisation financière. L'affection ne légitime pas le décalage, mais dans les couples problématiques, les moyens deviennent une contrainte muette. Cela s'initie discrètement. Elle oublie ses moyens de paiement, emprunte sans rendre. Elle dit « Tu es plus doué avec cela de toute façon ». Puis le discours évolue. Soudain, vos revenus sont partagés, mais les siens restent privés. Elle appellera cela une contribution. Elle appellera cela une équipe. Mais ce n'est pas une association si un seul porte le fardeau. La maîtrise financière ne porte pas sur les paiements ou les prévisions. Elle porte sur l'autorité dès que vous devenez le seul soutien, ou pire, le épuisé, le rapport penche. Chaque dépense devient un examen de fidélité. Chaque conflit tourne en rappel de votre manque de gratitude. Après tout ce que j'endure pour toi, vous commencez à questionner vos propres usages, tandis qu'elle se sent autorisée à disposer des vôtres. Ce n'est pas une affection, c'est une maîtrise voilée en reliance. Et quand elle freine votre progression professionnelle, décourage vos visées ou se moque finement de vos plans, comprenez la méthode. Moins vous avez, moins vous pouvez vous éloigner. La reliance économique maintient plus solidement que l'appréhension. Car quand elle gère les moyens, elle gère vos possibilités, votre départ, votre liberté, votre honneur. Les moyens ne concernent pas l'avidité, mais la libération. Ils incarnent votre investissement, votre travail, vos sélections, tout ce qui vous définit. Une partenaire qui vous valorise vraiment ne voudra pas s'approprier votre libération. Elle voudra construire ensemble. Alors, ne mélangez pas l'utilisation financière avec le rapprochement. Ce n'est pas poétique, c'est un mécanisme. Et quand elle le tient, elle vous tient. 7e point, séparation des contacts et de la famille. Cela ne se produit pas subitement. Cela commence par des observations mineures. Tes relations ne perçoivent pas vraiment notre situation. Ta famille ne m'accepte pas. Tu es changé avec eux. Au départ, cela ressemble à une vulnérabilité. Vous la rassurez, promettez un équilibre. Mais bientôt, chaque absence devient un débat. Chaque rencontre semble une infidélité jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'avez pas vu vos contacts depuis longtemps et que la seule voie persistante est la sienne. La séparation est la méthode de maîtrise la plus performante, car elle reste invisible. Personne ne peut vous avertir si personne n'approche. Elle dira vouloir plus de temps à deux. Elle affirmera que les autres sont envieux, défaitistes ou nuisibles. Mais ce qu'elle accomplit vraiment, c'est vous couper de vos références objectives, ceux qui verraient la direction avant vous. Une fois vos liens externes brisés, votre perspective s'efface. Vous cessez d'entendre les faits car le seul retour est le sien. Et quand sa voix devient votre tout, sa vision impose la norme. C'est le fonctionnement de la retenue sentimentale. Pas avec des attaches visibles, mais avec le vide. Une affection saine vous relie plus au monde, au lieu de vous en détacher. La partenaire adaptée voudra connaître vos contacts, approcher votre famille et vous soutenir dans votre cercle plutôt que de le remplacer. Quand vous vous surprenez à expliquer votre absence auprès des autres, ce n'est pas l'affection qui vous abrite, c'est la maîtrise qui vous isole. Et quand elle devient votre unique réalité, vous cessez d'exister dans la vôtre. 8e point, infidélité et trahison. La déception n'est pas hasardeuse, ce n'est pas un fait impromptu. C'est une série de choix volontaires. Dépasser une borne, tromper, risquer ce qui unit pour un plaisir passager. Cela s'amorce bien avant l'action, par un message gardé, un regard étiré, un dialogue qui glisse où il ne faut pas. Et à chaque étape, elle mesure ses gestes. Elle pense juste éviter la découverte, ou pire que vous l'excuserez si repéré. L'infidélité ne concerne pas la ferveur, mais le sentiment d'avoir droit. C'est la croyance que ses envies surpassent votre confiance, que ses élans valent la peine causée. Et quand elle est dévoilée, le pattern est constant. Nous vivions une période compliquée. Tu ne répondais pas à mes besoins. Cela n'avait pas de sens. Mais chaque explication consolide la réalité. Elle a opté pour l'intérêt personnel plutôt que l'estime. La clémence ne restaurera pas ce qui s'est fracturé, car l'infidélité ne ruine pas seulement la confiance, elle la réécrit. Une fois cette borne franchie, vous ne croirez plus ces termes comme avant. Chaque communication portera le poids du soupçon. Chaque pause résonnera. Vous vivrez en vigilance calme, vous défendant contre celle qui aurait dû vous défendre. Une partenaire qui vous trompe a déjà montré son vrai visage.
quelqu'un disposé à sacrifier votre honneur pour son confort. Et le plus dur n'est pas de la quitter, c'est de reconnaître qu'elle n'était pas celle que vous imaginiez. La déception n'est pas une erreur, c'est un signal. Prenez-le au sérieux. 9e point. Utilisation de vos faiblesses. Cela naît toujours lors de phases de confiance. Vous vous confiez car vous lui accordez foi. Vous parlez des épreuves vécues, des angoisses cachées, des doutes rarement exprimés. Vous croyez forger un lien profond. Ce que vous ignorez, c'est qu'elle note subtilement. Puis un jour, dans l'intensité d'un conflit, elle attaque en premier. La peine même que vous avez révélée en sécurité devient son instrument. Votre passé difficile, vos échecs, les fautes partagées, car vous pensiez que l'affection signifiait protection. À présent, ce sont des armes lancées avec précision pour vaincre le débat, pour vous rapetisser, pour briser vos résistances. Ce n'est pas de la ferveur, ce n'est pas un dérapage, c'est une approche calculée, c'est une bataille mentale camouflée en ouverture. Une fois qu'elle voit que exposer vos blessures fonctionne, elle recommencera car rien en puissance plus un dirigeant que la capacité de vous faire souffrir avec votre propre histoire. L'impact de cette trahison dépasse la colère, c'est le retrait. Vous cessez de partager, de faire confiance. Vous commencez à retenir chaque réflexion, chaque émotion. Le lien peut paraître vivant, mais il est sentimentalement éteint car le rapprochement ne survit pas où la sécurité a été violée. Une partenaire qui emploie votre peine contre vous ne la saisit pas, elle l'exploite. L'affection authentique garde vos blessures, elle ne les change jamais en instrument. Alors, la prochaine fois que quelqu'un transforme vos confidences en armes, ne justifiez pas sa dureté. Une fois qu'elle utilise votre peine contre vous, elle n'est plus votre compagne, elle est votre opposante. 10e point. Circuit de maltraitance, excuse, déferlante d'attention. Celui-ci est le plus risqué car il imite l'affection. Elle vous blesse avec des termes, du dédain, de la maîtrise, puis se hâte pour réparer. Sanglots, regrets, assurance de changement. Soudain, elle redevient chaleureuse, prépare votre mets préféré, murmure son besoin de vous. Un moment, cela évoque la sérénité. Vous vous dites que c'est terminé. Vous voulez croire que c'est différent maintenant, mais ce n'est pas. Ce n'est que la pause entre les crises. C'est le mécanisme du lien traumatique. Le cerveau humain mélange l'intensité avec l'affection. Après la blessure, la douceur semble exaltante. Vous commencez à désirer son attention, non parce qu'elle est positive, mais parce qu'elle arrête temporairement la peine. Vous devenez accro à ce qu'elle gère et elle le sait. C'est pourquoi le circuit recommence toujours. La prochaine crise, la prochaine offense, la prochaine excuse. Chaque rotation est plus brève, plus aiguë, plus sévère jusqu'à ce que vous ne distinguiez plus où l'affection s'arrête et où les dommages commencent. Ce n'est pas l'affection qui avance, c'est la maîtrise qui se renforce. Elle ne cherche pas à soigner la blessure, elle la maintient ouverte, juste assez gérée pour que vous restiez, car tant que vous attendez le retour de sa version positive, vous ne partirez pas. Les liens sains n'exigent pas de temps de récupération. Ils n'ont pas besoin de gestes grandioses pour effacer le mal. Ils ne vous abîment pas un jour pour vous valoriser le lendemain. Alors, ne mélangez pas les regrets avec le changement. Ne mélangez pas l'attention avec la sécurité. Elle ne se transforme pas. Elle repositionne le piège. Excuser l'inexcusable ne vous rend pas admirable. Cela vous efface. Chaque fois que vous minimisez une dissimulation, une raillerie, une direction, une trahison, vous usez la personne que vous étiez. Vous vous persuadez que c'est de la compréhension, de la tolérance, de la maturité. Mais ce que c'est vraiment, c'est un abandon progressif, jusqu'à ce qu'il ne reste rien à sauvegarder. La vérité est que vous ne pouvez pas affectionner une partenaire au point qu'elle vous estime. Vous ne pouvez pas réparer quelqu'un qui puise de la force dans votre peine. Vous ne pouvez pas traiter avec quelqu'un qui se développe grâce à votre clémence. L'affection authentique n'impose pas une endurance sans fin. Elle ne teste pas combien vous pouvez supporter avant de rompre. L'affection authentique chérit votre tranquillité, pas votre épreuve. Si vous persistez avec quelqu'un qui dépasse ses bornes, vous ne perdez pas seulement la confiance, vous vous perdez. Vous devenez une ombre de la personne d'avant. Toujours à regretter, toujours à justifier, toujours à espérer la prochaine excuse qui n'aura pas de valeur. Votre silence devient une acceptation. Votre persévérance devient une permission. Et finalement, elle n'aura même pas besoin de demander clémence, car vous la donnerez d'avance. Mais s'éloigner, c'est autre chose. S'éloigner n'est pas un revers, c'est une prise de conscience.
C'est choisir soi plutôt que le tumulte, l'estime de soi plutôt que l'illusion. C'est reprendre le temps et la force offerts à quelqu'un qui ne les méritait pas. Et une fois éloigné, un événement puissant arrive. Vous vous rappelez qui vous étiez avant de vous adapter au bien, être d'autrui. Alors, si ce contenu a activé quelque chose en vous, ne restez pas muet. Commentez dessous et partagez votre vécu, non pour critiquer quiconque, mais pour aider un autre individu à se voir avant qu'il soit trop tard. Diffusez cela à quelqu'un qui oublie son mérite et abonnez-vous car cet endroit ne parle pas de rancune ou de ressentiment. C'est tout, les personnes se rappellent leur identité. Vous n'avez pas besoin d'excuser l'inexcusable. Vous avez besoin de vous en libérer.